C'est bien. Bienvenue à cet événement sur le bénéfice des arbres en ville, la création des îlots de fraîcheur à Montréal. C'est diffusé en direct, on a des gens dans la salle. Bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Bernard de Zwalgenburg. Je suis le responsable du carrefour de Synergie à la Maison de développement durable. Maintenant, je vais mettre ça de côté. Juste un petit mot d'introduction, vous êtes à la Maison de développement durable qui est un carrefour de synergie avec des partenaires, des locataires, un lieu d'échange et de propulsion des idées. Je tiens quand même à cet instant de remercier notre partenaire, étant Hydro-Québec et la Ville de Montréal. Et je ne veux pas prendre beaucoup plus de votre temps. Je souhaite un très bon webinaire ou assistance ici en présence et je passe le mot à Emmanuel Rondia du Conseil régional d'environnement. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Ben, bonjour à tous, merci à nos trois panélistes. Comme je disais tout à l'heure, bien content de faire ce premier panel en présence, en tout cas en partie en présence. Merci aussi à ceux qui nous suivent sur le web. Donc moi, c'est ça, je m'appelle Emmanuel Rondia, je suis directeur général du Conseil régional de l'environnement de Montréal. On est très heureux aujourd'hui de s'associer avec la Maison du développement durable, puis nos partenaires Ville en Vert, Ville en Vert, Versité et le regroupement des écoquartiers en fait pour cette table ronde. Ça s'inscrit dans un partenariat en fait qu'on développe avec ces organismes dans le cadre de projets liés à la lutte contre les îlots de chaleur. C'est sûr que c'est des thématiques et des enjeux qu'on aborde depuis de nombreuses années au Conseil régional de l'environnement, entre autres dans le cadre de notre campagne îlot qui, depuis 2015, en fait, vise à créer des milieux de vie plus frais et conviviaux. On a développé plus de 130 projets sur le terrain avec nos partenaires et là, on travaille justement avec les organismes à étendre cette approche-là sur d'autres territoires de la ville avec cette idée d'améliorer la santé, d'améliorer la qualité des milieux de vie, puis de travailler avec une diversité d'intervenants. Puis c'est là l'intérêt, puis c'est un peu le panel d'aujourd'hui aussi. Ça montre, on est content d'avoir autant le milieu de la santé, le milieu professionnel, le milieu des organismes aussi, parce que ce travail de création d'îlots de fraîcheur, ça repose sur un travail collectif, puis sur une collaboration en fait des différentes expertises, parce que chacun a un rôle à jouer là-dedans, puis la ville aussi a un rôle à jouer. Ce qui va être intéressant aussi du panel aujourd'hui, c'est qu'on va mettre en avant les bénéfices. Je pense qu'on les connaît de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire. On peut se demander pourquoi, alors que l'arbre est un peu le meilleur ami de l'homme, je dirais. On a encore des enjeux parfois à protéger certains espaces verts, à protéger certains milieux naturels, à toujours devoir répéter ce message-là. Donc, je pense que c'est important de ramener tous les multiples co-bénéfices associés à la création d'îlots de fraîcheur dans un contexte climatique où on sait toute l'urgence qu'on vit actuellement et qu'on va vivre. Le rapport du GIEC nous l'a rappelé assez durement récemment. Le GIEC va produire aussi son rapport sur l'adaptation au mois de février prochain et on s'attend à sûrement un appel à l'action intense de toute la communauté internationale, mais aussi à l'échelle locale. En fait, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on peut intervenir. Donc, il faut agir collectivement, puis je pense que c'est en travaillant tous ensemble qu'on va arriver à créer des milieux de vie intéressants et résilients aussi sur le long terme. Donc, je veux remercier nos trois panélistes qui se prêtent au jeu, qui ont pris aussi le temps de venir ici à la Maison du développement durable. Remercier aussi le gouvernement du Québec en fait, qui nous soutient dans le cadre de la campagne îlot et du projet qu'on mène conjointement avec Ville en Vert, Versité, le regroupement des écoquartiers. Et la Maison du développement durable aussi qui nous accueille aujourd'hui et avec qui on collabore pour la diffusion de cette table ronde. Donc là, je passerai la parole à ma collègue, en fait, Béatrice Vien-Côté, qui est notre chargée de communication, événements et de la campagne îlot, qui va jouer le rôle d'animatrice de la table ronde. Donc merci beaucoup, puis au plaisir de poursuivre les échanges. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vais ajouter peut-être le micro pour moi. Je suis un petit peu moins grande que mes autres collègues.
Merci à vous d'être là, chers panélistes, la foule dans la salle, les gens à la maison. C'est vraiment apprécié de tenir un événement en personne aussi. Je pense que ça nous fait du bien. Comme Emmanuel mentionnait, bon, je travaille sur la campagne ILO. Dans son nom, on l'entend, îlot de chaleur, il y a quand même une connexion. Mais avant de parler d'îlot de chaleur, j'aimerais ça que nos panélistes se présentent. Donc, on va faire un petit tour de table, en commençant par Cornelia ici. Donc, bonjour tout le monde, Cornelia. Je suis écologiste forestière de formation, puis suite à mes recherches, j'ai commencé à travailler, je voulais mettre la main à la pâte et pendant plusieurs années, j'ai géré un programme de reboisement de la ceinture verte de Montréal et maintenant, mes efforts se concentrent un peu plus à Laval. Je suis directrice générale de l'organisme Canopée, le réseau des bois de Laval et ensemble avec la ville de Laval, on a mis en place en fait un projet assez unique. Au lieu que la ville gère les boisés, mais elle a confié ce mandat à un organisme à but non lucratif. Puis on collabore très bien ensemble, puis c'est vraiment au bénéfice de tous. Bonjour à tous, Claudel. Je suis formée comme médecin. Je complète présentement une maîtrise en environnement que j'ai réussi à faire passer dans le cadre de ma formation médicale. Je suis présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, qui est une organisation à but non lucratif qui est présente à travers le Canada sous le nom de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement et qui existe depuis une trentaine d'années pour à la fois sensibiliser la communauté médicale aux enjeux de santé environnementale, mais aussi sensibiliser les décideurs et le grand public aux enjeux qui touchent directement leur santé et qui ont attrait aux perturbations environnementales, qu'on pense à la pollution, aux pesticides ou à la crise climatique. Et voilà. Bonjour tout le monde, Daniel Lefebvre, architecte paysagiste de Rousseau-Lefebvre. Comme je l'ai déjà dit, ça fait 30 ans qu'on cherche les applications concrètes en fait, du développement durable chez nous. Ça nous a amené à nous intéresser aux phytotechnologies, à la gestion des eaux pluviales, puis de plus en plus à la survie des arbres en milieu urbain, comment les planter, comment créer ou conserver des milieux naturels, recréer en fait là, en milieu urbain. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je suis le patriarche du groupe, vraisemblablement. Merci à tous les trois. En fait, avant de démarrer la discussion, je pense que c'est important juste de définir ce qu'est un îlot de chaleur. Donc, en fait, c'est un endroit où la température enregistrée est beaucoup plus élevée. Donc, c'est un endroit très local, plus élevé en milieu urbain par rapport aux zones rurales ou forestières voisines. Donc, c'est une définition assez générale de ce que c'est. Souvent aussi, on voit le contraste entre le jour et la nuit. Avec vos présentations, on comprend que, je pense, ce que vous défendez au quotidien, il y a quand même des liens dans ce que vous faites quotidiennement. Pourquoi, pour vous, est-ce important de lutter contre les îlots de chaleur? C'est la première question. Je peux me lancer, mais d'un point de vue très, très concret, un synonyme d'îlot de chaleur, on peut les appeler des îlots mortels. C'est bien documenté dans la littérature scientifique médicale que les gens qui vivent dans les îlots de chaleur ont plus de risques de décéder durant les canicules, les vagues de chaleur extrêmes, pour différentes raisons, mais en créant une concentration, si je peux dire, plus élevée de chaleur, on se rend compte que ça pose un stress beaucoup plus grand sur le corps et de ça peut découler des problèmes de santé et jusqu'au décès. Donc, on parle d'aggravation de problèmes de santé chroniques et éventuellement, on se rend compte que quand il fait beaucoup plus chaud et qu'on vit dans une eau de chaleur, on est plus à risque de faire des infarctus, des AVC, d'avoir des problèmes de santé chronique qui sont normalement bien balancés et qui se retrouvent complètement un peu à l'envers, comme le diabète notamment. Et le résultat, c'est qu'on les voit, ces gens-là, à l'hôpital, dans les urgences, et éventuellement, ça augmente la mortalité. Donc, il y a un lien très, très, très simple pour moi qui est de dire des îlots de chaleur, on le sait que c'est mortel, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui est récent, et pourtant, on continue à en créer dans nos villes, sachant que ça a des conséquences très directes sur la santé des gens. Puis ça nous inspire une nouvelle façon d'aménager dans le paysage parce que, veux pas, avant on faisait un stationnement, on disait je peux mettre 1000 places de stationnement puis ça finit là. Maintenant, avec des nouvelles règles, avec des nouvelles normes, on va peut-être avoir moins de places de stationnement, mais on va donner une place à l'environnement ou à la nature dans notre milieu urbain. Fait que ça change un peu la dynamique avec laquelle on travaille. C'est vers ça qu'on voudrait aller le plus possible, je pense.
Je pense pas que j'ai quelque chose à rajouter. Je pense que Claudel l'a bien dit. Des fois, on pense qu'il y a des lobbyistes ou, comme on dit, des éco-terroristes qui veulent me faire de la place pour les gens, mais si on fait de la lobby pour les gens, pour notre bien-être, autant psychologique que physique, on essaie de ramener un peu de nature. Et si la COVID a eu un bon effet dans tout ça, mais c'est que ça nous a remontré à quel point les milieux naturels, la nature, c'est important pour nous de nous bien sentir, d'être bien, bien chez nous. Le sujet principal, souvent, pour combattre les îlots de chaleur, on se dit, bien, il faut planter des arbres. Donc, comment est-ce que l'arbre est l'infrastructure la plus efficace, en fait, pour combattre les arbres? Pour combattre les arbres? Combattre les arbres? Pour combattre les îlots de chaleur. Le chainsaw. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi, en fait, les arbres, c'est l'infrastructure principale? Je me traite à répondre par... C'est pour toi, cette question-là. C'est vraiment parce que l'arbre, mais au niveau de coûts et bénéfices, c'est vraiment exceptionnel. Ça coûte, je veux dire, en moyenne, ça coûte peut-être 600 $ pour planter un arbre dans un milieu urbain, à faire la fosse, à le planter, mettre un peu de cadre autour. Mais les bénéfices que l'arbre apporte, on estime que c'est entre 2 et 15 $ pour chaque dollar qu'on investit dans un arbre, qu'est-ce que ça nous rapporte. Et oui, les arbres ils font juste un nombre, donc on pourrait juste mettre un toit, ça aurait le même effet que l'ombre de l'arbre, mais en dessus de ça, l'arbre, il fait aussi l'évapotranspiration. Donc, comme notre corps qui commence à suer avec l'évapotranspiration, mais ça rafraîchit carrément l'air ambiant. En plus de ça, on n'a pas encore terminé, l'arbre, il va filtrer l'air, donc il va contribuer à ce que l'air soit plus sain, plus propre. Il va filtrer les eaux usées. Avant que toutes les eaux vont dans les égouts, puis ça nous coûte cher en tant que contributeur de taxes, de filtrer puis de gérer tous les eaux usées. L'arbre, il va les absorber avec les racines, avec la terre. Donc, et je n'ai même pas encore parlé du bénéfice pour notre bien-être, au lieu de regarder un mur gris, de regarder quelque chose qui fleurit, des feuilles rouges à l'automne. Donc, c'est vraiment des multiples bénéfices. Et même sans tous ces multiples bénéfices, mais c'est vraiment au niveau de coût ratio bénéfice exceptionnel ce que l'arbre peut nous apporter. Est-ce qu'il y en a un qui voudrait renchérir? On me dit beaucoup, là. Mais je pense qu'il y a des éléments les éléments importants ont été mentionnés, mais ça reste qu'il ne faut pas sous-estimer tout ce que l'arbre peut faire, qu'un traitement médical ou un médicament ne réussira jamais à faire. Il n'y a pas une pilule qui peut agir sur autant d'éléments de la santé. Puis, on l'a mentionné, mais purifier l'air, réduire la pollution atmosphérique, c'est un peu... Les arbres ont la capacité de le faire. Puis, on sait qu'actuellement, au Québec, il y a à peu près 4000 décès prématurés par année liés à la pollution atmosphérique et c'est probablement une sous-estimation. Là. Il y a une étude récente de l'Université Harvard qui concluait qu'à peu près 1 décès sur 5 à travers le monde était lié aux énergies fossiles, à leur combustion et donc à la pollution qui en résulte. C'est énorme en termes de fardeau et les arbres ont la capacité de contribuer à réduire ce stress important sur à peu près tous les organes du corps. Puis après, il y a des belles études qui démontrent aussi que les milieux plus verts, donc quand il y a généralement plus qu'un arbre, là, mais des milieux remplis de verdure et d'arbres, génèrent un sentiment d'apaisement, augmentent le sentiment de cohésion sociale, réduisent la criminalité et peuvent même contribuer à briser l'isolement social. Donc, d'un point de vue filet social, filet structurel, c'est des bénéfices qui sont un peu moins, qui peuvent être parfois plus difficiles à mesurer, mais qui sont tout de même présents. Et bon, mais les arbres contribuent à la réduction des îlots de chaleur et donc tous les effets néfastes des îlots de chaleur, quand on plante des arbres, sont à minimiser et on peut les transformer en des îlots finalement de fraîcheur, des îlots qui sont positifs pour la santé. Donc, des fois, on reste très, pas abstrait, mais on dit, bon, c'est positif, mais à quel point c'est positif, je pense qu'on le sous-estime encore beaucoup. On ne conçoit pas à quel point l'arbre est un allié essentiel qui est pourtant très accessible et on s'entête encore à en enlever pour des projets qu'on présente comme des projets structurants de société. Puis je pense, Claudel, il y a une chose que tu nous avais mentionnée un peu plus tôt cette semaine. Tu disais que les gens avaient la difficulté à reconnaître qu'ils vivaient dans des espaces, en fait, qui comportaient des îlots de chaleur. Donc, je pense que, tu sais, il y a plusieurs, on le sait, il y a plusieurs quartiers à Montréal qui ont une couverture verte complètement déficitaire ou, tu sais, hautement inégale. On se promène dans les quartiers et on se rend compte que c'est pas tout le monde qui bénéficie de... J'ai le goût de dire chance, mais en même temps, ça devrait pas être une chance, ça devrait être acquis, ça devrait être un droit, mais bon, c'est pas tous les quartiers qui bénéficient de la même couverture verte. Et je trouve qu'il y a encore, dans les quartiers qui n'en ont pas assez, un certain disconnect, on s'en rend pas compte qu'on est dans un milieu qui n'est pas
protecteur de notre santé à la mesure où on aurait le droit d'être dans un milieu qui l'est. Et on le voit dans certains quartiers, et c'est aucunement la faute des gens qui y vivent, mais je pense que collectivement, on ne se rend pas compte à quel point il y a des endroits qui sont nocifs, puis on se dit, il y a un arbre, donc ça doit être bon. Mais globalement, il y a des cartographies tellement belles qui existent, belles. C'est un drôle de mot à employer, mais qui démontrent clairement où sont les décès, les accidents, les problèmes de santé liés à la chaleur. Et quand on superpose une carte de la ville de Montréal avec les endroits qu'on considère vulnérables à la chaleur et où il y a des décès, les cartes se superposent. Alors qu'on s'étonne encore qu'il y ait des décès dans les vagues de chaleur, puis qu'on se dise, si c'était difficile à prévenir, c'est quelque chose que j'ai de la misère à accepter et d'utiliser ça comme justification politique, j'ai beaucoup de la misère à accepter ça. Je pense qu'on a beaucoup de ces lieux-là qui ont été créés par la façon dont on les a aménagés aussi. Là. Ça a été pendant des années, les arbres, c'est une sorte de mobilier urbain pour tout le monde. On l'utilisait, moi je veux avoir un arbre ici, je mets un banc là, je mets un lampadaire là, sans se soucier de ce qui se passerait dans le futur, puis s'il était pour survivre aux aménagements. Là. On n'a pas un taux de survie très élevé de nos arbres en milieu urbain. Ça s'est amélioré avec les nouvelles façons de faire, mais on a encore du chemin à faire avant que nos arbres soient là pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mais parlons-en justement du taux de survie. C'est quoi les difficultés pour un arbre de survivre en ville? Bien, un arbre qu'on prend, par définition, là, pour être très simpliste dans la vie, un arbre, ça vient d'une forêt en général. Ça vit avec des amis autour de lui. Nous, on le prend, on le plante dans le milieu de l'asphalte ou dans le milieu d'un trottoir, dans un petit carré, puis on dit « Ah ouais, mon gars, essaye de survivre à ça. » On y envoie du sel, on envoie des vents qui le dessèchent, on l'arrose un peu au début en général, puis après ça, on le laisse à lui-même. Ils sont très résilients jusqu'à un certain point, mais pour qu'un arbre vive en milieu urbain, là, c'est tellement difficile maintenant qu'on a des étapes à pu finir avant d'arriver à la plantation de l'arbre, pour choisir l'arbre comme il faut, créer un milieu adéquat, toutes ces choses-là qui, avant, on ne s'en occupait pas trop parce que c'était bien plus important de savoir que l'arbre était au bon endroit dans notre aménagement que de savoir s'il était pour survivre à la fin parce qu'il était pour être remplacé de toute manière. Maintenant, on sait qu'il y a des conditions dans lesquelles ils vivent mieux. On sait qu'ils vivent mieux avec des amis, qu'ils vivent mieux en groupe, mais ça nous oblige à revoir toutes nos façons de faire. Je pense qu'on est rendu là, à se demander en milieu urbain, si on veut que nos arbres vivent plus que 15-20 ans, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils vivent plus longtemps que ça? C'est un plaidoyer pour les arbres, là, mais je pense qu'on est rendu là. Puis, que dites-vous est-ce qu'il y a un manque de diversité? Justement, on en a parlé un peu auparavant ensemble. Ça, c'est un autre défi, sûrement pour les arbres, le fait que souvent, ils se retrouvent seuls. On pense à la grille du frêne, mais je pense qu'Ornélia, tu disais peut-être que c'était bénéfique, finalement, d'avoir eu, en bout de ligne, des problèmes avec le frêne. Oui, effectivement, mais il y a plusieurs crises qui nous l'ont montré. Je pense que la première crise, c'était quand la maladie hollandaise de l'orme est arrivée. Je pense que ça a frappé si fort dans les années 60 à 80. On a remarqué que, oh boy, toutes les rues qu'il y avait juste des ormes, mais maintenant, ils ne trouvent avec aucun arbre. La même chose avec la grille du frêne, la crise qui nous frappe encore. Dans le sud-ouest de Montréal, par exemple, je pense 80%, autour de 80% des arbres, c'était des frênes. Mais ce sont des quartiers qui aujourd'hui ont presque plus d'arbres ou juste des très jeunes arbres auxquels il faut donner le temps pour qu'ils puissent nous donner les mêmes bénéfices que les arbres anciennes et matures. Et on l'a remarqué aussi dans les forêts. Donc, plus que c'est la même chose qu'un portfolio financier. Plus que nos portfolios sont moins diversifiés, en fait, plus qu'ils sont diversifiés, plus qu'ils résistent à toutes sortes de crises, à toutes sortes de choses, puis ils sont plus résilients. Et on sait aujourd'hui aussi, on amène une nouvelle notion de diversité parce que, par exemple, à Montréal encore, le couvert forestier, il y a genre 5 espèces qui constituent 60% de la forêt urbaine. Donc, l'érable argenté, le frêne, même s'il est en train de dépérir, plusieurs sols, l'érable de Norvège et un autre frêne. Donc, ce sont principalement les érables et les frênes. Et au niveau de leurs traits, au niveau de leurs caractéristiques, sont hyper semblables. Fait qu'ils vont réagir de la même façon au stress, aux intempéries, aux redoux en hiver ou au printemps. Donc, on sait aujourd'hui qu'il ne faut pas juste augmenter le nombre d'espèces, mais planter des espèces qui sont très différentes au niveau de leurs traits, au niveau de leur réponse au stress, parce qu'il n'y a pas une espèce qui peut répondre à la pollution, au sel, à la prochaine bibite qui va arriver. Donc, l'idée, c'est vraiment de planter plein d'espèces qui se distinguent au niveau de leurs traits pour qu'ils puissent vraiment répondre à plein de stress actuels et aux ceux qu'on ne connaît même pas encore.
Puis, quand on plante un arbre, évidemment, ça prend quand même quelques années avant qu'il atteigne sa canopée maximale. Est-ce qu'il y a des effets qui se fait quand même sentir sur le court terme ou à chaque fois qu'on plante un arbre, en fond, c'est comme un investissement plutôt pour le long terme? Ça va avec sa grosseur. Hein? Je pense que sa quantité de feuillage, sa biomasse, quand on le plante à court terme, il est tout petit. Puis il y a des mini-avantages. C'est sûr qu'il y a des avantages sociaux. Il y a plein de. On a fait des efforts pour l'avenir. Mais c'est là une grande problématique qu'on a, là, souvent dans un projet, entre conserver des arbres existants, les raser puis mettre des nouveaux arbres, c'est à peu près équivalent pour tout le monde. Mais quand tu arrives à la fin de ton projet puis tu as mis tous des nouveaux arbres, mais qui ont 2 mètres de haut, comparativement à ceux qui étaient déjà là, ça fait toute une différence pour les services écosystémiques de ces arbres-là. Là. Je vais juste sauter sur l'occasion parce que ça fait partie d'une discussion qu'on a eue récemment à l'Association québécoise des médecins pour l'environnement avec le regroupement Nature, le groupe Nature Québec. Et on a vu des actions gouvernementales de construction, mais en fait notamment de maisons des aînés, où on a décimé des forêts urbaines pour construire des maisons des aînés et replanter quelques petits arbres à côté en disant ça va les aider. Mais il y a quelque chose là d'une incongruence en disant c'est l'arbre qui mesure, qui est tout petit, qui rend pas encore. Bon, c'est quoi encore ses chances de survie qui sont plutôt faibles. Mais on détruit des milieux qui sont riches, qui ont un écosystème qui est relativement fonctionnel, qui sont encadrés pour construire quelque chose qui se veut être un outil social intéressant. Mais on enlève d'emblée les bénéfices de la verdure pour les personnes âgées qui sont peut-être encore plus importants que pour n'importe quelle autre partie de la population. Pour quelques raisons, les personnes âgées généralement ont plus de problèmes de santé, plus chroniques, donc sont plus exposées ou plus à risque des perturbations environnementales, notamment la chaleur, sont plus à risque d'une certaine façon de souffrir d'isolement ou d'être en situation d'isolement social. Et l'accès à la verdure permet de briser l'isolement, permet de réduire le risque à la chaleur. On sait que la mortalité pour les personnes âgées entre 65 ans et plus augmente en raison des changements climatiques, principalement liés à la chaleur. Dans les pays comme le Canada, l'augmentation est encore plus importante que la moyenne mondiale. Mais pourtant, on s'entête encore à détruire des forêts relativement matures pour construire des nouveaux bâtiments. Et ça, on l'a vu, on a documenté une vingtaine de cas à travers le Québec, là, dans différentes municipalités. On a interpellé le gouvernement là-dessus directement. On a une réponse qui était plus ou moins décevante. Mais ça reste que ça fait toujours partie des défis, je trouve, qu'on a dans la construction de nouveaux espaces. On reconnaît sur papier que la verdure, le verdissement, les arbres, c'est positif, mais pourtant, on prend des décisions qui sont complètement contraires et on finit par les justifier en disant on a planté 3 arbres, donc voilà, notre devoir de citoyen est accompli. Ta question sur la maturité de l'arbre, ça nous amène dans tout un discours qui va beaucoup plus loin. Parce que je pense, j'ai l'impression que maintenant, aujourd'hui, tout le monde se joint à nous en disant « Hey, on veut planter des arbres, c'est bien », mais on n'est pas encore rendu assez loin pour qu'on dise « Mais les arbres existants, on devrait les protéger davantage. » Vous avez eu tous recours, je pense, aux nouvelles il faut protéger telle forêt, surtout en milieu urbain, ça disparaît parce que la valeur foncière est tellement haute. Puis juste pour vous donner un exemple de ma vie natale à Berlin, il y a un moratoire. On ne peut plus détruire aucun milieu naturel. L'idée, c'est par exemple de prendre tous les bâtiments à un étage, que ce soit des concessionnaires d'auto, des métros, des épiceries, puis de les construire en hauteur parce que ces endroits-là sont déjà minéralisés, sont déjà utilisés. Alors, arrêtons de couper la belle forêt à côté, puis construisons intelligemment. Et oui, il faut rencontrer la lobby des compagnies à 1, 2, 3, 5 Québec Inc., qui sont toutes les propriétaires des derniers milieux qui nous restent, puis qu'ils ont acheté ces endroits-là dans un but de spéculation. Ça ne va pas être facile, mais c'est vraiment, on est là. Mais je pense qu'il y a un mouvement, puis on va espérer qu'il y a plein de gens qui embarquent, autant le gouvernement. Daniel, dans votre expérience, justement, ce que Cornelia disait, est-ce que vous sentez des fois que des projets d'architecture paysagère que vous faites, que vous protégez certaines forêts ou c'est toujours créé de nouveau? Est-ce que des fois, il y a des projets qu'on vient rejoindre les deux? Si quelqu'un s'approche de nous avec un projet, c'est sûr qu'il va être pris pour protéger le milieu naturel qu'il y a là. Ça fait partie, c'est notre ADN, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais on arrive trop souvent après dans les projets parce que ces grands projets, un projet de construction, souvent géré par l'architecture, par l'ingénierie. Puis nous, on arrive en dernier. Souvent, tout a déjà été décidé. On n'a même pas de... Notre rôle qui pourrait être beaucoup plus grand, même dans la décision de où on met un bâtiment comme ça, un CHSLD. Tu peux l'implanter de différentes façons, puis tu pourrais conserver un milieu naturel au lieu de... Tu sais, j'ai l'exemple de... Mon Dieu,
On a fait une entrée de parc dans le Grand Nord pour un parc national. Ben, le bâtiment de l'entrée de parc était mis sur les seuls petits arbres qu'il y avait à l'entrée. Ben, pour eux, c'était pas important. C'était des arbres gros de même, mais il y avait peut-être 300 ans, ces arbres-là. On l'a juste tassé à côté, puis on a préservé ce milieu-là. Tout ça, ça se fait pas. C'est juste que personne n'y pense, ça ne fait pas partie des philosophies d'approche de construction d'un projet là, en ce moment encore. Mais on avance avec des réunions comme ça. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est quoi la méthode pour vous pour convaincre de plus en plus les gens? Mais c'est vraiment de la sensibilisation, j'imagine. Est-ce que concrètement, vous avez interpellé certains acteurs? Je vois que Claudel... Nous, on le fait il y a 2-3 ans, 2 ans, je parle le temps avec la pandémie, mais il y a 2 ans, début 2020, pardon. On avait une pétition destinée au gouvernement provincial pour demander un rehaussement important dans le verdissement urbain. On demandait 170 millions par année, qui a l'air d'un gros montant, mais en fait, c'est à peine 1% du budget des infrastructures. Donc, c'est relativement minime sur un budget gouvernemental. On a recueilli la signature de plus de 1200 professionnels de la santé. La politique du verdissement elle avait été appuyée par des institutions comme l'Institut national de santé publique du Québec, le CHUM, plusieurs établissements CIUS de santé à travers la province, une vingtaine d'organisations non gouvernementales, majoritairement issues de la santé. Et on l'a vu dans le plan pour une économie verte, qui est un plan pour une économie avant tout. Mais il y a eu un rehaussement. On a reçu le signal que le gouvernement avait entendu un peu, mais à la place de nous donner 170 millions, ils ont offert 29 millions à peu près, si ma mémoire est bonne, ce qui est quand même une différence importante. Mais on s'est justifié qu'on avait quand même augmenté le financement. Donc, il reste, dans la sensibilisation, je pense, puis on voit des signaux quand même encourageants du gouvernement fédéral où on veut, dans les dernières... des échos des derniers temps, qu'il y a une volonté d'augmenter le financement, mais cette volonté-là est, je trouve, toujours un peu insuffisante face aux besoins réels. On accepte d'augmenter le financement, on reconnaît que l'idée, on reconnaît les bénéfices, mais je pense qu'on ne saisit pas pleinement à quel point ce financement-là est important puis quelle devrait être sa hauteur réelle. Et donc, on est encore pris avec des gouvernements qui se disent en faveur de la plantation des arbres, mais qu'après, les actions ne joignent pas complètement l'ampleur de la situation. Puis on le voit au provincial, on l'a vu au fédéral, puis il y a des enjeux similaires dans les différents paliers gouvernementaux, mais ça reste ce disconnect-là entre on accepte la prémisse que les arbres sont positifs, mais après, ça ne se reflète pas pleinement dans les discussions, dans les décisions politiques. Et c'est dommage parce que c'est nous qui payons le prix après. C'est notre santé qui en écope un peu, là. Moi, j'aimerais ça faire un plaidoyer pour le citoyen, en fait, le pouvoir du citoyen. On l'oublie souvent, puis je trouve qu'on est comme dans une phase, ça allait assez bien, fait qu'il y a comme une paresse démocratique qui s'est un peu installée, puis je pense qu'il faut reprendre ce pouvoir qui est vraiment à notre atteinte. Puis je le vois souvent à Laval, que ce soit pour la protection des îlots de fraîcheur qui existent encore, soit des milieux naturels, les gens se mobilisent, ils vont écrire à leurs élus, surtout dans les temps d'élection, je veux dire, c'est un momentum d'écrire des messages, de faire savoir, tu veux être élu, c'est ton but principal dans la vie, mais je vais t'aider si tu m'aides en contrepartie, puis on s'engage ensemble pour la verdure, ou que ce soit pour la plantation d'arbres. Je veux dire, n'oubliez pas, je pense que vous êtes tous au courant du couple à Drummondville qui a décidé un jour, au lieu de planter du gazon, comme tout le monde devant chez eux, de faire un jardin. D'abord, ça crée un gros brouhaha. Maintenant, il y a plein d'initiatives comme ça. Puis même si, à petite échelle, pour une maison à Drummondville, ça ne fait pas une grosse différence, mais maintenant que plusieurs personnes commencent à faire de l'agriculture urbaine, à arrêter de planter du gazon, qui est un désert écologique, et juste laisser fleurir des choses pour les pollinisateurs, s'il y a plus entre nous qui se joignent et qui convainquent leurs parents de planter un arbre au lieu de faire un beau asphalté qu'on peut laver, ça fait des différences à l'échelle du pays. Mais parlons-en justement du fameux gazon. On disait l'autre jour, c'est le royaume du gazon au Québec, mais pas mal partout en Amérique du Nord. Oui. Dans ta pratique, Daniel? L'ère du gazon est de plus en plus... J'espère qu'elle va être révolue bientôt, mais on n'est pas encore rendu là. Le gazon, on l'utilise beaucoup dans les projets comme un peu comme du greenwashing, parce que sur un plan, ça paraît bien, sur un plan couleur, avoir du beau vert partout. Puis que ce soit du gazon, un arbre ou autre chose, ça ne paraît pas toujours.
Dans un vrai projet d'aménagement, le gazon, sa valeur environnementale est à peu près, tant qu'à moi, à zéro, là. Peut-être que ça permet l'infiltration dans le sol, mais au-delà de ça, on n'a pas de biodiversité. Là. Quoi qu'il commence à avoir des gazons avec un peu plus de biodiversité qui sont en train de se créer juste à cause de ça. On a fait un petit projet de R&D, nous, puis essayer d'évaluer la quantité d'insectes qu'on retrouvait dans le gazon versus dans des aménagements de prés fleuris, puis ça ne se compare même pas. Là. C'est comme si dans le gazon, on n'a pas été capable d'en trouver. Là. Fait que quelque part, c'est vert, mais ce n'est pas très environnemental. Je pense qu'on a besoin de revoir la façon qu'on aménage qu'on fait de nos aménagements urbains, en fait. Là. Le gazon, c'était décoratif en Angleterre, dans un milieu où c'est très humide, où ça pousse bien, qu'on n'a pas besoin de l'irriguer. Nous autres, on n'a pas ça en ce moment-là. Tous les étés, on a une canicule, puis on se retrouve avec du gazon jaune ou carrément mort dans certains cas. Ça nous sert à quoi d'encourager ça? Est-ce qu'on n'est pas capable de le remplacer par d'autres choses? Je comprends qu'un terrain de soccer en gazon, c'est pratique, mais peut-être qu'un parc, on pourrait avoir la moitié du parc qui est en pré fleuri, puis c'est aussi bon pour tout le monde. Moi, quand j'étais petit, j'allais jouer dans le champ constamment, mais mes enfants n'ont jamais fait ça parce que j'habite en ville, puis dans aucun des parcs où on va, ils ont même peur pratiquement d'aller dans le champ maintenant. On a enlevé cette proximité-là de la nature qu'on avait, là, où on a tellement peur qu'un tic nous mange, qu'on devienne malade, là, qu'on en oublie que la nature, ça fait partie de la vie en ville aussi. Là. Puis oui, ça en fait partie. Puis en plus, je veux dire, les bénéfices sont tellement grands, autant pour les êtres humains, la biodiversité, puis aussi juste la qualité du sol aussi. On pourrait parler de la gestion des eaux pluviales, donc il y a quand même plusieurs... Il y a plusieurs grands avantages écosystémiques, mais surtout pour les institutions, pour les villes, un entretien qui est éliminé. Là. Faites juste penser au nombre de fois que vous n'avez pas besoin de le tondre, qu'on va passer à une autre façon de faire, cet argent-là, au lieu de le dépenser sur une tondeuse neuve, on va le mettre sur d'autres choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec cet argent-là. Là. Laissez les milieux naturels. Essayez de trouver un terrain vague à côté de chez vous. Là. Moi, j'ai de la misère à en trouver. Ça n'existe presque plus. Là. Mais quand on aménage, quand je parlais tout à l'heure de mettre un arbre dans le milieu d'un trottoir de béton, mais si tu laisses un milieu naturel avec plein d'arbres dedans, tu n'auras pas besoin de les arroser, de les entretenir. Ils vont survivre par eux-mêmes. Ils vont s'encourager un et l'autre. Ils vont, ben là, j'exagère un peu, là, mais ils vont... ceux qui sont à l'extrême, autour vont protéger ceux qui sont à l'intérieur du milieu. On a plein de façons de faire qu'on sait maintenant que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que pourquoi on ne change pas un peu nos façons d'aménager, nos programmes d'aménagement pour aller vers quelque chose de plus naturel comme ça? On est rendu là, c'est ça. Je trouve ça très intéressant aussi. On était lors des canicules quand je vais au parc Jarry, qui est mon parc voisinage. Le gazon est mort et tout ce qui est encore vert, ce sont des plantes indigènes, le pissenlit, le plantain, qui, eux, ils résistent, mais on essaie de les éliminer puis on les enlève, mais c'est la seule chose qui, en fait, naturellement résistera. J'ai perdu le fil. Tu nous écoutais pas, là? Mais non, je vous écoutais, voyons. Non, j'essaie juste de voir si je peux faire un lien quelconque. Là. Mais en fait, c'est qu'en ville aussi, c'est ça, on a plusieurs... c'est déjà très construit. Il y a des défis qui s'imposent à nous, donc l'urbanisation, la densité. Comment est-ce qu'on cohabite avec ça pour justement essayer de ramener la nature en ville ou du moins de la protéger, celle qui est existante? Ben, l'exemple de Berlin qu'on parlait tout à l'heure, c'est exactement dans cet esprit-là. Comment on travaille sur des projets en ce moment pour essayer de trouver des façons, à l'échangeur Turcot, on fait un parc où on essaye de recréer un milieu naturel. On nous a livré un pad de gravier de 1 mètre de profondeur. Puis là-dessus, on va essayer de créer une forêt. On va l'essayer. On va travailler pendant des années. On va essayer d'améliorer la qualité du sol. On va changer plein de façons d'aménager un parc standard parce qu'on sait que si on arrive là et on fait un beau parc et qu'on plante tout ça, tout va être mort dans le temps de le dire. Mais ça va faire un programme sur des années pour essayer de reconstruire ce milieu-là ou créer un milieu naturel plus intéressant. Je pense que c'est des nouvelles façons de faire, puis il faut que les gens soient ouverts à ça. Les gens du quartier qui s'attendent d'avoir un nouveau parc, peut-être que leur parc il va ressembler plus à un terrain vague pendant quelques années. Avant, on recevait, moi, comme je vous ai dit, je suis le patriarche. Quand on allait faire une consultation publique, les gens nous chicanaient parce qu'on avait gaspillé l'argent dans leur parc. Quand j'ai commencé il y a 20-30 ans, parce qu'on avait enlevé des places de stationnement puis on avait gaspillé ça pour mettre des arbres dans un parc. On n'est plus là aujourd'hui, ça n'arrive plus jamais, mais on est rendu à une autre étape. Il ne faut pas juste
se mettre du verre, mais il faut faire du verre qui va survivre dans le temps et qui va se rapprocher plus d'un milieu naturel. La biodiversité, c'est au cœur de tous nos projets maintenant. Puis, il faut faire quelque chose pour ça parce que c'est la seule façon qu'on va réussir à avoir de la verdure en ville ou de l'aménagement qui va survivre. Je ne sais pas combien tu disais d'années qu'un arbre survit en ce moment. Là. Non, autour de 30 ans. Autour de 30 ans. Mais on fait tous ces efforts-là pour que l'arbre il vivote souvent pendant 30 ans, puis après, dans 30 ans, on le change pour un petit, puis on recommence à zéro. C'est pas normal. On devrait s'attendre à ce qu'un arbre, ça vive 100 ans, pas 30 ans. Là. Mais nos techniques, notre façon de faire en ce moment, on est bloqué sur ça encore. On n'a pas trouvé toutes les façons de faire. Puis encore une fois, ta question elle touche à quelque chose de vraiment immense. Effectivement. Qui peut nous étouffer un peu, mais en fait, c'est ça, il y a plusieurs organismes et voix qui demandent un moratoire sur tout développement parce qu'on ne s'est jamais doté au Québec le temps d'avoir une cohérence dans ce qu'on fait à travers le territoire. Jusqu'à où on veut permettre que la banlieue s'étende? Quand est-ce qu'on dit non, là, ça va, ces terres agricoles-là, on va les protéger, puis ces forêts-là, il faut les garder parce que ça fait partie d'une connectivité importante. Donc, il faut se donner le temps d'avoir une planification à l'échelle provinciale ou nationale pour vraiment protéger surtout, c'est ça, de laisser des corridors permettre aux espèces de migrer, pardon. Puis en ce moment, c'est encore une gestion à la pièce. Autant au niveau esthétique, c'est triste, qu'au niveau de tout ce qui est lié à la nature. Mais ça tombe bien que tu dis ça. Là, annonce, pas annonce publicitaire, mais il y a une stratégie, il y a une élaboration actuellement en cours d'une stratégie nationale d'aménagement du territoire. Puis la date limite pour soumettre ses avis est demain, 17 septembre. Mais n'importe qui, en fait, peut soumettre quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'être une organisation parapublique ou reconnue. Là. Les citoyens sont invités à émettre leurs avis, qui peut être de différentes façons, mais bon, au moins, il y a cette démarche-là en cours qui, on espère, va se solder de manière positive, mais qui a quand même accaparé l'attention de plusieurs organisations, de différents milieux, un comité d'experts qui a été mis en place par le gouvernement au sein duquel un de mes collègues siège notamment. Mais bon, il y a eu quand même un effort. Bon, on n'a toujours pas vu le résultat parce qu'il y avait un effort similaire pour le plan pour une économie verte. Là. Mais bon, ça a eu le résultat que ça a eu. Mais il y a les efforts, on verra le résultat de la stratégie, mais simplement pour vous dire que s'il y a des enjeux qui vous allument aujourd'hui, sur lesquels vous dites ça serait important, j'aimerais le transmettre aux gens qui vont veiller à l'élaboration de cette première stratégie nationale-là d'aménagement du territoire. Vous avez jusqu'à demain, fin de journée, pour le faire. Merci pour l'information. Mais justement, j'avais une question, Claudel. Oui. On a parlé l'autre jour, en fait, que oui, il va y avoir de plus en plus de vagues de chaleur, mais en réalité, le taux de mortalité baisse. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, quand on s'est rencontrés pour préparer un peu le panel, évidemment, j'ai un intérêt marqué pour les vagues de chaleur, parce que c'est la principale. Il y a plusieurs impacts là, des changements climatiques sur la santé, mais celle qui, au Québec, Canada, va être le plus visible d'une certaine façon et le plus mortel de façon qui se compte assez facilement, c'est la chaleur extrême. Il y a une SPQ estime que d'ici 2065, ça va être 20 000 décès excédentaires, donc des gens qui n'auraient pas dû mourir, qui vont mourir de façon prématurée en raison de la chaleur extrême. Ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est pas la première, je veux dire, l'été a été marqué par des vagues de chaleur. On peut se rappeler aussi 2018, mais bon, c'est pas les premières vagues de chaleur qu'on connaît et depuis une dizaine d'années, il y a quand même une certaine réponse du secteur de la santé publique sur l'adaptation aux vagues de chaleur et dans les dernières années, les directions comme la Direction régionale de santé publique ont adapté leurs outils, ce qui fait qu'il y a une plus grande sensibilisation. On rejoint les populations, on connaît quelles sont les populations vulnérables. Il y a un travail actif qui se fait pour les rejoindre, pour les appeler, pour assurer un suivi, parce qu'un des facteurs les plus importants de mortalité dans une vague de chaleur, il y a plusieurs facteurs qui te mettent à risque, mais un des plus importants, c'est l'isolement, la solitude. Donc, les gens qui vivent sans entourage, là, c'est souvent ceux qui finissent par décéder, parce que quand tu perds un peu la carte, en fait, pas quand tu perds la carte, mais la chaleur, ce que ça fait, ça te déshydrate de façon très simple. Et après, ça peut faire en sorte que ton cœur est moins efficace, mais souvent, tu as une période où tu es confus. Et ça, ça peut mener à des comportements qui sont encore plus à risque pour ta vie. Et donc, généralement, il y a une période où on est capable de rattraper les gens qui s'alignent vers un décès lié à la chaleur, mais pour ça, il faut qu'il y ait un système de vigilance, d'alerte autour d'eux.
Et donc, ce que beaucoup de mesures de santé publique, c'est d'aller chercher les gens dans la communauté, d'appeler les personnes adéquates, de savoir s'ils sont bien au courant des avis de chaleur, qui suivent les conseils de la santé publique, qui vont dans des lieux climatisés au moins 2-3 heures par jour, etc. Donc, il y a des mesures qui ont été faites, ce qui explique que les vagues de chaleur ont un taux d'attaque un peu moins grand qu'elles étaient avant. Donc, proportionnellement, il y a moins de gens qui, de façon absolue, il y a plus de gens parce qu'il y a plus de vagues de chaleur, mais le taux d'attaque est un peu moins. Donc, quand on compare les taux de mortalité, on se rend compte que ça diminue un peu, mais ce qui veut dire qu'avec quand même plus de vagues de chaleur, il va quand même avoir plus de décès. Donc, il y a cette dualité-là qui est à considérer, puis ce qui veut dire qu'il y a une partie très importante à jouer dans l'adaptation climatique. Puis c'est d'ailleurs la recommandation du dernier rapport de la Direction régionale de santé publique suite à la vague de chaleur de l'été 2018 qui a fait sur l'île de Montréal 66 décès juste sur l'île, puis dans le sud de la province du Québec, près de 90. La recommandation principale, c'est pas d'améliorer le système de transport d'ambulanciers, c'est de verdir le territoire et de le faire de façon accélérée et prioritaire dans les quartiers qui sont déficitaires. Et ça, c'est les quartiers qui sont historiquement défavorisés d'un point de vue socio-économique. Donc, particulièrement l'est de Montréal, Hochelaga, Centre-Sud, les faubourgs et le nord de la ville. Parce que c'est là que les gens souffrent le plus de la chaleur. Puis il y a une inégalité qui est franche. Là, puis bon, certains vont parler de plus en plus de racisme environnemental et vont essayer de regarder de façon un peu intercroisée comment les différents enjeux sociaux, raciaux, culturels, économiques viennent influencer ton risque de décès. Mais on se rend compte qu'il y a une composition un peu complexe de différents facteurs de risque, mais qui résultent avec des inégalités qui sont franches, mais surtout des inégalités qui peuvent être prévenues et surtout réduites rapidement. C'est ça, puis ça m'amène un peu à une autre question qu'on avait. Est-ce que le verdissement pourrait provoquer une gentrification? Donc, évidemment, on essaie de verdir pour les populations plus vulnérables qui vivent dans des quartiers souvent défavorisés, mais est-ce qu'on ne va pas plutôt attirer une autre population de l'extérieur qui, elle, est plus aisée, puis finalement va profiter de ces espaces-là? C'est un paradoxe, puis peut-être que mes compatriotes vont pouvoir le définir plus, mais certainement, il y a un paradoxe là. Quand on verdit, il y a une valeur supplémentaire qui s'ajoute. Souvent, le niveau moyen du prix locatif et même de l'achat va augmenter parce qu'on attribue de façon un peu culturelle, historique, une valeur positive à la verdure, ce qui en soi pas une mauvaise chose, mais on se rappelle historiquement, je suis retombée sur des vieux textes, puis les espaces verts, il y a peut-être 150 ans que c'est destiné aux quartiers riches. Il y avait quasiment un droit d'entrée où il fallait que tu viennes d'une certaine classe sociale pour y avoir accès. Donc, il y a encore cette idée que la nature est associée à la richesse. Mais bon, pour moi, ce n'est pas un incitatif à ne pas verdir. C'est au contraire de dire si on verdit, assurons-nous de respecter une accessibilité. Et pour ça, ça passe par d'autres types de mesures, des mesures fiscales, des mesures d'accès au logement, des mesures de mixité sociale qui dépassent le champ même de la planification environnementale, mais qui permettent un peu de diminuer les conséquences négatives du verdissement urbain. Mais on sait très bien que la nature a encore cette idée que c'est accessible seulement aux populations plus favorisées. Puis on se rend de plus en plus compte qu'il y a un problème d'accès très important et l'idée que la nature, il faut avoir un équipement adapté, il faut acheter une bonne tente de camping, souvent même, puis bon, c'est une question d'aménagement, puis je divague un peu, mais on a mis des espaces naturels très loin d'où ce que les gens vivent. C'est pas accessible pour tout le monde d'aller au parc régional du Mont-Tremblant, alors qu'il devrait avoir beaucoup plus d'espaces naturels de qualité à proximité des gens. Et ça fait partie des recommandations des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé. Puis pourtant, il y a encore cette inégalité dans l'accès. Puis ça, pour moi, c'est un enjeu de justice sociale qui est très, très, très important. Ça fait partie de nos défis quotidiens au Creux Montréal, puis probablement plein d'autres organismes de donner cet accès-là. Juste à Montréal, on a des grands parcs aussi, il y a plusieurs, mais ils sont pas toujours accessibles en transport en commun. Donc, il y a tout ce volet-là aussi à développer. Je ne sais pas, Cornélia ou Daniel, si vous aviez on a toute la notion de corridor, d'espace vert aussi à développer. Là. Ben oui, exactement. De travailler par petits points éparpillés ici et là. Si on veut que la nature prenne possession de ces sites-là, il faut absolument qu'on les relie ensemble. Fait que les corridors verts sont la chose sur laquelle on doit mettre le plus d'emphase. Quand tu parlais de faire un plan d'action à l'échelle, il y en a des plans d'action, il y a du monde qui travaille sur différentes choses. Je pense qu'entre autres, la fiscalité,
la façon que les villes vont chercher leurs revenus avec le développement, si on partageait ça, toutes les villes ensemble, plutôt qu'essayer de compétitionner avec l'autre pour avoir un développement ici, puis que le voler à l'autre ville à côté, toute cette compétition-là entre les villes ne nous aide pas à avoir des corridors et des grands espaces verts qui sont reliés ensemble. Une trame verte, une trame bleue, ça devrait faire partie de notre milieu urbain en ce moment. Tu pourrais à ce moment-là d'y accéder au moins, autant si c'était à Hochelaga-Maisonneuve que si c'était à Outremont, ça devrait passer par toute la ville au complet. Puis, il faut travailler dans ce sens-là, je pense. Certainement. Pour revenir sur la gentrification, c'est sûr. Pensez jusqu'au dépotoir Saint-Michel, qui était un dépotoir pendant des années. Fait que les maisons qui étaient à côté, c'était des gens les plus pauvres qui habitaient à côté d'un dépotoir. Aujourd'hui, c'est le parc Frédéric-Bac. Ça devient un espace vert incroyable, d'une taille immense, comme presque jamais vu à Montréal. Fait que oui, mais au moins, ce qui me console là-dedans, c'est que les efforts qu'on investisse maintenant, mais c'est pour ceux qui sont déjà plus vulnérables, qui sont déjà démunis. Fait que au moins, ça égale un peu parce qu'il n'y a pas de subvention qui va verdir Westmount, je pense. Tu vois mon point? Mais c'est ça, nous, à Laval, on a reçu une subvention de l'ISPQ justement pour verdir là où les populations vulnérables habitent parce que ça les protège. Donc oui, je pense qu'il y a le côté gentrification, mais au moins, si ça va là où en fait, ça nous aide à égaliser, en fait. Oui, exactement. Ça rejoint les personnes à un point commun en bout de ligne. Je vois qu'il reste quelques minutes. J'irai tranquillement vers une forme de conclusion. En fait, j'avais une question qui concerne peut-être vos souhaits. Je sais que c'est un peu, ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est qu'est-ce que vous aimeriez voir se concrétiser dans vos professions, dans ce que vous défendez à tous les jours, que ce soit par des politiques ou juste un souhait fort dans votre fort intérieur? Éliminer le greenwashing, peut-être? Non, mais je pense que le souhait que j'aurais, c'est qu'on reconnaisse la valeur écosystémique de la nature, en fait, des plantes qu'on utilise, de toutes ces techniques-là pour lesquelles on se bat encore dans chacun des projets. Là. Combien de fois on se bat avec les ingénieurs pour remplacer les tuyaux par un nous végétalisé qui va donner exactement le même résultat, mais qui va être plus beau, puis qui va avoir des bénéfices pour toute la communauté. C'est pas un standard pour personne, ça. À chaque projet qu'on refait, on retombe encore dans les mêmes questionnements, les mêmes chicanes pour arriver à faire quelque chose. Je pense que reconnaître la valeur de ces plantes-là sans être... parce qu'on s'adresse quand même à des promoteurs, on s'adresse à des gens qui dépensent de l'argent pour des projets de développement, qu'on puisse leur faire valoir la valeur de ça, même pour notre communauté, nos villes, en fait, si on était capable de mettre des chiffres là-dessus de plus en plus précis pour être capable de leur montrer la valeur de ça, on serait capable de les intégrer plus facilement dans les aménagements. Qu'on ne fasse pas juste planter, mais planter pour les bénéfices du futur. J'irais dans un sens similaire. Un des défis qu'on a beaucoup, puis bon, c'est à la fois une faute du milieu de la santé et de ceux qui font les études, mais c'est pour le langage commun qui est souvent l'argent, on veut toujours savoir qu'est-ce qui va être rentable ou pas. Ça arrive encore trop fréquemment qu'on parle de mesures environnementales ou de politique climatique, d'exclure complètement les coûts liés à la santé et au fardeau exacerbé sur le système de la santé, donc consultation, visite à l'urgence, transport ambulancier, médicaments, etc. Souvent, ce n'est pas considéré. Et donc, on présente une politique environnementale, puis on va dire, bien, ça coûte cher parce qu'il faut faire acheter tel truc, ou voici, la mesure coûte plus cher, mais on ne met jamais dans la balance ce qui peut être épargné en coûts de santé ou en indice de bien-être, etc. Ce disconnect vient à la fois que souvent, on n'a pas beaucoup d'études qui démontrent, d'un point de vue très économique, les bénéfices pour la santé. Il y en a quelques-unes qui existent, mais bon, on a toujours trouvé une raison de l'exclure de notre analyse parce que c'est pas propre au secteur québécois, c'est pas propre à ici, etc. Mais on a un besoin d'intégrer beaucoup plus dans toutes les politiques qu'on fait, dans les décisions, ces bénéfices-là sur la santé, parce qu'on le sait, c'est rentable. Donc, toutes les politiques climatiques deviennent rentables du moment que tu intègres les considérations pour la santé, parce que l'inaction climatique coûte excessivement cher, puis l'inaction environnementale aussi. Et ça, c'est un souhait de dialogue commun avec souvent ceux qui sont en position décisionnelle, qui considèrent comment on va défendre notre budget, notre bilan financier. Il y a une façon très simple de le défendre, c'est quand tu intègres la santé, mais on ne le fait pas. Ou très peu. Je vais nuancer légèrement.
Ta question m'a beaucoup fait réfléchir parce que je suis une fille avec beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, mais là, j'en avais peu. Et je vous explique pourquoi. Quand j'ai commencé mes études il y a 20 ans en environnement, le monde avait pitié avec moi. Il dit, oh my God, elle aurait pu devenir quelque chose de vraiment hot. Mais là, elle fait des études en écologie. Puis aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, tu travailles en écologie, oh boy, oh, tu vas avoir de la job. Il y a comme un... Fait que ça a changé. J'ai l'impression que je suis plus toute seule. Le monde se joint à nous. On a comme un but commun. Fait que je suis comme... Un de mes rêves principaux, c'est déjà réalisé. Et mais si je continue encore, c'est sûr qu'il y a une chose inconcevable pour moi, puis je pourrais dire il faut changer notre système économique. Mais avant ça, c'est que je comprends pas, puis là, je ne vais pas me faire des amis avec des fans de hockey, mais je ne comprends pas pourquoi un joueur de hockey est payé 1 million de dollars, puis l'infirmière qui lutte au quotidien pour ma survie, pour la survie de ma famille, est pas, ou la personne qui s'occupe des personnes âgées ou des enfants à la CPE, ça ne me rentre pas dans la tête, ou un PDG qui gagne des millions. Ça, prochaine étape. C'est matière à élection. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait des questions dans la salle que vous aimeriez. On a 3 panélistes quand même présents avec nous, donc c'est le moment d'en profiter. Sinon, peut-être sur le Zoom, je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le clavardage. Donc, oui. OK, donc il y a une question pour M. Lefebvre. Elle dit, je m'occupe du comité vert d'une école primaire. Nous avons des arbres dans la cour, isolés les uns des autres, chacun dans son petit carré. 2 sont morts et on prévoyait les remplacer. Devrait-on plutôt planter plusieurs petits arbres dans chaque fosse pour leur faire des amis? Comment avoir des résultats rapides pour créer de l'ombre pour les enfants? En tout cas, on a fait quelques cours d'école quand même. Je dirais d'en planter plusieurs sortes, premièrement. Essayer de penser à la biodiversité. Les cours d'école, la particularité, c'est qu'on a des enfants, qui c'est assez tragique pour les plantes, les petites vivaces qu'on met ou les arbustes qu'on plante en général. Il faut qu'ils soient méchamment bien protégés pour réussir à le faire, mais tout est faisable dans la vie. Il ne faut pas s'empêcher de mettre des arbres pour ça. Je dirais que de planter de plusieurs calibres et de plusieurs espèces, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Puis attendez-vous, tu sais, un arbre, là, un petit arbre, ça ne coûte rien. Là. Plantez-en plus que moins, puis s'il y en a un qui meurt, il mourra. Puis je pense qu'on fonctionne de plus en plus comme ça en milieu urbain puis il faut s'attendre qu'on va être obligé d'en couper si on plante de façon plus serrée pour essayer de créer des milieux. On est-tu capable, dans cette cour-là, d'avoir un petit milieu naturel tout petit, là, où on n'a pas d'asphalte, où on a juste du paillis, puis que même qu'on laisse la végétation pousser, ça sera encore plus hot que juste avoir des arbres dans un coin. Là. Venant de l'Europe, c'est quand même assez surprenant à quel point les cours d'école ici sont hostiles comme milieu. C'est vraiment, je ne comprends pas. En tout cas, chez nous, c'est ça, il y a peu d'arbres qui sont au centre de l'école, mais en Allemagne, en tout cas, il y a souvent les bordures. Puis on met juste une petite clôture en bois. Tout ce qui est en haut de la clôture, c'est arraché, c'est sûr. Mais au moins, les enfants ne rentrent pas dedans, puis ils ne rachent pas tout. Fait qu'il y a des façons. Puis des amis, oui, des arbres, mais si on n'a pas de place pour planter plein d'arbres, on essaie au moins de joindre les arbustes avec les arbres pour qu'il y ait des synergies. Il y a des champignons qui peuvent s'installer. Donc, il y a quand même des interactions, pas juste entre les arbres, aussi entre plusieurs strates qui vont s'entraider. Dans la salle, monsieur, une question? Qui n'est pas de représentant de la ville en ce moment ici? OK.
Frédéric Bach. Mhm. Donc, juste pour ceux qui sont à la maison, en fait, quelqu'un dans la salle qui nous dit qu'il manque peut-être il manque une volonté de la part de nos politiciens. Bon, on peut parler autant au volet municipal que provincial que même fédéral. On n'est pas obligé de se lancer dans les politiques, mais je ne sais pas si vous avez un mot peut-être en réponse à monsieur. Ben, il y a quand même quelques campagnes qui se dessinent pour les élections municipales qui ont été peut-être un peu éclipsées dans les dernières semaines à cause de ce qui nous attend lundi. On va se souhaiter une belle élection, mais il y a quelques campagnes qui se dessinent, notamment, je pense à Véro Vert. Puis nous, à l'association, on a une campagne qui va être lancée prochainement pour rappeler des engagements à l'échelle municipale qui peuvent être positifs pour la santé. Évidemment, ça touche beaucoup l'aménagement du territoire, la création d'îlots de fraîcheur, des endroits qui sont propices, mais bon, ça se dessine. Puis après, il y a la volonté politique, mais il y a aussi je pense, notre devoir, puis j'aime pas ça remettre le poids de la transition sur seulement les citoyens, parce que je pense qu'il y a une structure politique qui doit être meilleure pour ça, mais je pense qu'on est capable de diriger les engagements politiques de la bonne direction avec une certaine force de nombre. Puis dans le milieu environnemental, dans les dernières années, je pense que la force du nombre a augmenté quand même beaucoup. Tu sais, on a eu, je prends l'exemple au niveau fédéral, c'est la première fois qu'il y avait un segment dédié à l'environnement dans un débat des chefs, qui était peut-être pas suffisant, mais qui était quand même un gain par rapport à ce qui était dans le passé. Donc, on prend les victoires qui passent. Puis j'attire juste l'attention sur il y a un projet en cours dans Hochelaga Maisonneuve. Vous avez peut-être entendu parler, mais toute la construction du Remount Logistique, pardon, qui veut agrandir une installation du port. Puis il y a un magnifique mouvement qui s'appelle, qui ont pour slogan, puis ça a été mon coup de cœur des dernières semaines, mais résister et fleurir. Je trouve le slogan magnifique. Mais qui veulent remplacer cet espace-là par un parc nature, par des endroits d'agriculture urbaine pour un quartier qui en a hautement de besoin. Et bon, il y a une manifestation, ils font une marche d'ailleurs samedi prochain qui part de la place Simon-Valois, mais je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'intérêt médiatique dans les derniers temps. Ils commencent à en avoir aussi de l'intérêt de politiciens qui viennent les voir puis ils réussissent à générer un peu d'attention, mais je pense que de soutenir des mouvements comme ça, qui sont des mouvements issus de la communauté, des mouvements collectifs, qui ont un objectif quand même précis, mais c'est un énorme projet qui pourrait avoir un impact considérable dans le quartier, augmenter la pollution d'un quartier qui est déjà à des risques. Je pense qu'on peut les soutenir à la mesure qu'on est capable de le faire, que ce soit en temps, en énergie, en partage d'informations, puis même financièrement quand on a la capacité de le faire. Mais il y a cet éveil-là, je pense qu'on peut se tenir comme devoir personnel, sachant tout ce qui vient, la complexité, à quel point la vie peut être rapide des fois, mais de se dire quand j'ai l'opportunité de le faire, je vais investir pour soutenir des mouvements citoyens comme ça qui peuvent avoir un impact direct sur la vie de tous les jours. Le mouvement citoyen en question s'appelle le mouvement 6600 pour les intéressés. Oui, exact. On avait une autre, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, mais sinon, on a une autre question sur le cavardage. Donc, une question à propos de l'agriculture urbaine. Comment voyez-vous le rôle de l'agriculture urbaine dans l'aménagement d'espaces verts urbains? C'est sûr qu'on parle de plus en plus d'agriculture urbaine. On veut atteindre notre autonomie alimentaire, ça c'est une chose. L'agriculture, on l'a évacué, comme je disais tout à l'heure, les milieux naturels, tout ce genre de milieux-là, là, on commence à le revoir en milieu urbain, là, que c'est pas si grave que tu aies un potager quelque part ou que ça soit pas tout clean, parce qu'on sait que pour avoir fait plein de jardins communautaires, ça finit avec juste des bâtons de hockey partout, puis on a l'impression que ça va être super beau, mais quand on arrive là, on est moins sûr. Des bonilons puis des bâtons de hockey collés ensemble, ça fait plus si cute que ça. Mais l'agriculture urbaine nous confronte à des nouvelles façons d'aborder l'aménagement urbain. Puis
dans quoi où on veut le voir, en fait. Et on devrait l'avoir de plus en plus dans nos milieux les plus denses, parce que c'est là où on a des populations qui en ont le plus besoin. De faire de l'agriculture urbaine dans une banlieue riche, c'est pas super utile pour personne. Tout le monde peut le faire chez eux. Mais dans nos milieux urbains, comme dans Hochelaga, Maisonneuve, c'est un bon exemple, là, où j'habite. Il y a plein de possibilités de faire des choses. Puis je pense qu'on est rendu là dans notre façon d'aménager le territoire. Mais autant ça que le milieu naturel, pour moi, autant de valeur, comment recréer des milieux que d'avoir de l'agriculture urbaine, c'est un peu similaire dans l'approche d'avoir une nouvelle vision de comment on voit nos milieux. Mais l'avantage de l'agriculture urbaine, je trouve, c'est que ça ne prend pas énormément de l'espace par rapport à des arbres. Fait qu'il y a plein d'endroits, si on pense à des projets de manches-trottoirs ou de petits aménagements qui permettent aux enfants, juste les ruelles vertes, c'est que ça a amené comme framboises et pruniers et amélanchiers. Je me promène avec mes enfants, puis on prend toujours les ruelles parce qu'on rencontre plein d'espèces, ça nous réjouit. Puis aussi, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'agriculture urbaine sur le filet social que tu as mentionné tantôt. Juste les projets de manche-trottoir dans le Villeray, les gens se réunissent, on s'assoit, on mange notre crème glacée ensemble, on vient récolter des choses. Fait que c'est vraiment, oui, partout. partout. Mais ça a été, puis bon, j'ai passé une partie de l'été à lire à peu près toute la littérature qui existe sur l'espèce de prescription, pas de prescription, mais de programme d'exposition à la nature pour soutenir la santé à la fois physique, psychologique et mentale. Mais il y a des très belles études qui démontrent que des projets comme ça d'horticoles ou de jardins communautaires sont positifs pour réduire et même améliorer des tableaux de dépression, d'anxiété, de façon, je ne veux pas dire quasiment, c'est des paramètres différents, mais qui sont comparables à certains médicaments et qui ont des effets beaucoup plus durables. Puis moi, j'ai des patients dans ma pratique, j'en ai un particulièrement en tête, ancienne personne en situation d'itinérance pour qui le jardin communautaire, il s'occupait des abeilles notamment, a été une source de reprise de confiance sur lui-même, sur sa valeur comme personne, sur sa contribution à la société. Puis ça, c'est un des cadeaux les plus riches qu'on peut faire à quelqu'un, surtout en une certaine forme de réinsertion, mais de gagner cette confiance et c'est ce sentiment d'appartenance à la société qui est tellement central à tellement de choses, mais c'est des projets comme ça qui offrent ces opportunités-là et c'est démontré dans la littérature scientifique, ça fonctionne. Puis est-ce que tu peux nous renseigner un peu davantage? J'ai lu un article, là, je me rappelle bien sûr juste la moitié. Je ne sais plus si c'était une médecin au BC ou carrément une politique qui peuvent maintenant prescrire des pilules nature. On travaille là-dessus de façon active, mais en fait, c'est un projet du médecin que je connais bien qui s'appelle Mélissa Lem, qui est avec la BC Park Foundation, qui est plus ou moins l'équivalent de la CEPAC, là, mais a établi un programme de prescription nature. Puis en fait, c'est assez simple. C'est un site web auquel peuvent se référer à la fois les citoyens et les professionnels de la santé. Les professionnels de la santé, en s'inscrivant sur le site, reçoivent une panoplie d'informations parce qu'il faut comprendre que ces éléments-là ne sont pas dans le cursus médical. Là. Et donc, les médecins, je parle souvent des médecins parce que je suis formée comme médecin, donc je peux parler de cette formation-là beaucoup plus que celles des autres. Mais on est très peu sensibilisés on est très bon pour parler de cessation de tabac, de saines habitudes de vie. Bon, très bon, c'est relatif, mais ça fait partie du cursus. Mais parler d'exposition à la nature, ça ne l'est pas du tout. Et donc, ce que le site web vient faire, vient donner de l'information qui est factuelle, qui est scientifique, qui est démontrée par plusieurs études, parce qu'on aime ça quand les niveaux de preuve sont très élevés. Donc, une étude, c'est rarement suffisant pour nous satisfaire, mais quand il y en a 15 qui disent la même chose, puis que tu rajoutes 3 revues de littérature là-dessus, les gens aiment mieux ça. Et donc, ce site web-là vient donner de l'information, pamphlets adaptés à la fois pour les enfants, pour les adultes, pour des gens qui ont certains problèmes de santé spécifiques. Et l'idée, c'est très simple. La prescription en tant que telle, on le sait que donner quelque chose sur un papier et le signer incite beaucoup plus à un changement de comportement chez l'individu que juste un conseil verbal. Donc, d'où l'importance de la prescription. Ce n'est pas une médicalisation de l'acte, mais c'est augmenter l'impact que ça peut avoir sur l'individu. Et la prescription est simple, se base sur 2 études principales, mais on sait que les gens qui passent... C'est un sujet qui me passionne, fait que vous m'arrêtez quand vous voulez, là. Mais on sait que les gens qui passent en moyenne 2 à 3 heures par semaine dans les espaces naturels, les espaces verts, rapportent un meilleur état de santé global, un meilleur état de bien-être, puis se disent plus heureux.
Et il y a une panoplie d'autres études, la majorité menée au Japon parce que la théorie vient un peu de là sur les bains de forêt, le Shinrin-yoku, mais qu'après une exposition de minimalement 15 à 20 minutes, là, quand on étudie des sujets qui vont s'immerser dans la forêt, la fréquence cardiaque diminue, la pression artérielle diminue et le cortisol, qui est un peu une hormone du stress là, de façon simple, diminue dans les concentrations, surtout de la salive. Ce qui nous démontre que, bon, il y a un sentiment d'apaisement. Donc, la prescription, qui est basée sur ces deux études-là principalement, recommande aux gens de passer 2 à 3 heures en nature par semaine à raison d'à peu près 20 à 30 minutes à la fois, si possible, plutôt que des séjours, des expositions de 5 à 10 minutes, par exemple, en disant que, évidemment, ça va avoir un impact positif globalement sur la santé. Puis, on spécifie, n'importe qui peut en bénéficier, mais on a intérêt à le faire à certaines populations qui pourraient en avoir plus besoin, dont des gens qui ressentent du stress, qui vivent des problèmes, des symptômes dépressifs, un peu d'anxiété, etc., et ou qui ont des problèmes de santé chronique, parce qu'on sait que les espaces naturels incitent à l'activité physique, peuvent réduire l'obésité. Bref, la liste est très longue. Je vais m'arrêter là. Merci Cornelia pour la question. Puis merci Claudel pour la réponse. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question ici sur le Zoom. Donc, quelqu'un qui nous dit « On entend souvent parler de guerrilla gardening. On voit les projets d'agriculture spontanée qui squattent des espaces. Est-ce que la même chose serait à privilégier avec les arbres? Des bébés arbres poussent spontanément dans mon jardin, mais je n'ai pas de place pour les laisser grandir à pleine maturité. Pourrais-je les replanter ailleurs, dans un terrain vague, par exemple, ou bien c'est peine perdue, ils vont mourir? » Qu'est-ce que... Ça dépend. Si en ville, je pense que c'est peine perdue. Parce que les terrains qui sont vagues en ce moment, ils appartiennent à quelqu'un qui attend juste de le construire, grossièrement. Si on se promène plus en milieu rural, mais encore une fois, il y a beaucoup de... Juste le long des chemins, le long des rangs, des fois, il n'y a rien. Pourquoi? Je ne comprends pas. On a des accidents sur l'autoroute en hiver à cause qu'il y a des rafales de neige. Pourquoi on ne plante pas des allées d'arbres partout? Je ne sais pas, mais bref, il y a plein d'endroits où je pense qu'ils sont un peu délaissés, mais il faut aussi comprendre que si on plante un arbre comme ça, quelque part, l'autre végétation va l'envahir si on ne s'en occupe pas. Donc, vu qu'on ne suit pas la régénération naturelle, ça prend un soin minimal pour que l'arbre survive, sinon les autres végétaux vont juste l'envahir, puis il manque de la lumière pour continuer à pousser. Donc, l'arbre est plein de bénéfices, mais il est quand même fragile. Donc, dans le fond, il peut être résilient, mais à un certain point. Et il faut dire aussi qu'en milieu urbain, l'ennemi numéro 1, après les enfants, c'est la tondeuse. Donc, tous les endroits où il y a un weed eater ou une tondeuse qui passe, ça blesse les corps, ça blesse, puis ça les abîme énormément. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'avait pas d'autres questions dans le public, dans la salle, non? Ah, on a une question ici. Donc, on nous disait dans la salle que c'était bien de pouvoir parler de la justice sociale, de faire le lien avec l'environnement, finalement, puis la plantation d'arbres. Donc, pour ceux à la maison, oui. C'était essentiellement ça, je pense, le résumé de l'idée. Merci beaucoup. Bien, je pense que ça conclut notre événement d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment tout le monde d'avoir été là, à la maison aussi. Un grand merci à nos 3 panélistes, surtout. Merci. Merci à toi, Béatrice. Ça fait plaisir. C'était mon bain, ma première animation aujourd'hui. Bravo!